sommes de retour dans cette édition du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver notre invité, notre interview éco, on fait un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui accélère sa chute, qui cède 1,28% à 5691 points. Très probablement à cause des taux souverains qui repassent dans le vert ce matin. Comme promis, eh bien, il est désormais temps de retrouver notre interview éco. Bonjour, et je suis pour ça en plateau avec Dorothée Rouzet. Bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Dorothée, que vous êtes chef économiste France chez Citi et que vous avez été conseillère économique de Bruno Le Maire. On va commencer votre interview avec cette première question et une question qui a trait à la Banque centrale, à la Banque centrale d'Angleterre, puisque la Banque centrale d'Angleterre a annoncé hier à la surprise générale qu'elle allait racheter des obligations d'État, alors qu'il y a une semaine, elle a annoncé avoir pris la décision de réduire la taille de son bilan de 80 milliards de livres sterling sur 12 mois. Comment expliquez-vous ce volte-face économique ? Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler l'origine des turbulences, qui sont les annonces fiscales démesurées du gouvernement de Liz Truss vendredi, avec non seulement des mesures très généreuses sur l'énergie, mais aussi les baisses d'impôts les plus importantes depuis 50 ans, non ciblées, non financées, donc qui font monter très fortement de l'ordre de 200 milliards de livres le besoin de financement de l'État, en plus de ce qui était anticipé avant sur les 3 prochaines années. Donc c'est ça qui a conduit à des mouvements très très forts sur les taux, notamment longs anglais. Après, ce à quoi la Banque d'Angleterre a réagi hier, c'est quelque chose de beaucoup plus circonscrit, au sens où elle a présenté ça comme une opération ponctuelle, ça doit durer que jusqu'au 14 octobre, et une opération de stabilisation, c'est-à-dire elle répond à un dysfonctionnement de marché assez précis, qui est que parce que dans ce mouvement baissier, des fonds de pension notamment se sont retrouvés avec des appels de marge très importants, ont été obligés de fermer leur position au pire moment. On avait un risque de spirale et de crash sur les obligations anglaises. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle intervient ponctuellement pour résoudre ce problème-là en termes de liquidité, mais elle n'a pas du tout présenté ça comme une reprise du quantitative easing ou comme un moyen d'aider le gouvernement anglais. Sur le fond, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a une politique fiscale et une politique monétaire antagonistes. Les hausses de taux ne sont pas du tout remises en question. Dans un pays qui a un déficit courant très important, donc qui est quand même dépendant des financements extérieurs. Et donc, si ça reste en place, dans 15 jours, quand la Banque d'Angleterre arrêtera d'acheter, on peut s'attendre à ce que exactement la même dynamique se remette en place. Et là, la Banque d'Angleterre aura le choix entre deux mauvais choix, soit continuer les achats d'actifs, mais pour le coup, ça redeviendrait plutôt du QE, perdre sa crédibilité, ou en tout cas risquer de perdre sa crédibilité et laisser la livre sterling se déprécier, ou autre option, accepter une remontée très forte des taux sur l'ensemble de la courbe. Et la seule manière d'éviter ce choix cornélien, c'est que le gouvernement change de cap sur sa politique fiscale dans les 15 jours. Et ça, c'est possible, vous pensez ? Alors, ils peuvent. Est-ce qu'ils vont renoncer aux baisses d'impôts ? C'est délicat, c'est quand même des promesses phares de Liz Truss. Ils peuvent essayer de rassurer sur le plan plutôt à moyen terme, sur comment vont-ils faire pour faire baisser la dette à moyen terme. C'est pas du tout gagné, mais en tout cas, c'est un petit peu aussi le pari de la Banque d'Angleterre aujourd'hui. Au fond, ce qu'elle a vraiment fait, c'est acheter du temps et donner au gouvernement 15 jours pour revoir sa copie. Ok, très clair. Merci beaucoup. Alors, la Banque d'Angleterre n'est pas la seule ces derniers jours à avoir surpris un peu les marchés, puisque la Banque du Japon est intervenue sur les marchés pour acheter de la devise locale. C'est une première depuis plus de 2 décennies, donc 24 ans, c'est gigantesque. Est-ce qu'on peut déceler un point commun entre ces deux opérations épidermiques qui ont pour finalité, j'ai l'impression, de protéger la devise locale finalement? Oui, alors dans le cas de la Banque d'Angleterre, la devise n'était pas tellement... C'était pas le sous-jacent, c'était les fonds de pension. Je pense que le point commun aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a 2 opérations inédites depuis longtemps. Et dans les 2 cas, donc la Banque du Japon aussi a mis en avant la volatilité comme argument pour intervenir. Et l'autre point commun, c'est qu'au fond, elle n'a rien résolu à la racine du problème, qui est la divergence entre la politique monétaire japonaise qui maintient des taux extrêmement bas et le reste du monde qui remonte les taux. C'est ça qui fait déprécier le yen, et au fond, l'intervention ponctuelle n'y change pas grand-chose. Donc ensuite, est-ce qu'on peut en tirer des leçons plus générales ? Peut-être la leçon ou le point plus général, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de conflits d'objectifs, soit au sein de la politique monétaire, dans le cas du Japon, soit entre politique monétaire et politique fiscale, et ça rend beaucoup plus difficile de lire et de prévoir l'action des banques centrales, parce que elles font face à des injonctions un peu contradictoires. Et notamment, quand on a un vrai conflit entre la politique fiscale et la politique monétaire, comme on le voit au Royaume-Uni, comme dans le reste de l'Europe, c'est à l'état de risque plus lointain tout de même, mais ça nous donne quand même un petit signe de prudence. Donc quand on a ce conflit entre le fiscal et le monétaire, les choses peuvent
assez vite mal se passer, parce qu'aujourd'hui, on a des États qui, de manière générale, ouvrent les vannes face à la crise de l'énergie, et les banques centrales, finalement, elles ont deux choix. Soit elles réagissent, je dirais, de manière un peu confrontationnelle, en disant que ce stimulus fiscal, il est inflationniste, et donc il faut rencontrer les effets en normalisant de manière encore plus rapide. Soit elles sont un peu plus patientes ou plus constructives et ne mettent pas trop des bâtons dans les roues des gouvernements. Mais pour qu'elles choisissent cette deuxième fois, il faudrait, je dirais, deux conditions. D'abord, qu'elles soient quand même relativement convaincues que le choc d'offres, le choc énergétique n'est pas complètement permanent et donc à un moment les prix de l'énergie vont finir par baisser. Et la deuxième condition qui est peut-être plus intéressante, c'est au fond que font les gouvernements de cette marge qu'elles leur donnent. S'ils l'utilisent pas seulement pour faire un énorme stimulus de la demande dans un choc d'offres, mais aussi pour prendre des mesures qui permettent des investissements qui permettent donc de préserver l'offre, en fait. de reconstruire de l'offre, à plus long terme, ça tempère les pressions inflationnistes et finalement les banques centrales elles regardent aussi les risques inflationnistes à moyen terme. Ok, très donc clair. Si ça les rassure, elles pourraient être plus constructives. Elles pourraient être plus constructives. Est-ce que dans ce qu'a fait la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, on peut y voir déceler une forme de grille de lecture des futures décisions de la BCE ? Alors c'est la question. La BCE, elle va aussi naviguer un peu en eau trouble parce que elle aborde le débat notamment sur la réduction de son bilan. Exactement au moment où les États vont se mettre à émettre plus de dettes pour financer les mesures le bouclier tarifaire, etc. Donc là, on a le risque d'avoir un peu le même conflit d'objectifs. Après, je pense qu'il ne faut pas complètement extrapoler parce que même si les États de la zone euro sont d'humeur généreuse, on est quand même très très loin du pari fiscal britannique. On a des plans qui sont d'abord de moindre ampleur en général, un peu plus ciblés et surtout beaucoup plus d'attention au financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de dégradation des déficits de la zone euro, alors même qu'on a 4% du PIB en annonce de paquet énergie. En partie parce qu'il y a eu des recettes fiscales exceptionnelles qui n'étaient pas forcément attendues, bon, c'est un coup de chance, mais en partie aussi parce qu'on a beaucoup plus la discussion sur comment financer, par des revenus par ailleurs, par les taxes sur les profits énergétiques et autres, mais beaucoup moins d'appétit pour se dire on va tout financer par la dette et on verra bien. Ok, donc voilà. Du coup la BCE... la BCE peut être un peu plus patiente que... Donc elle prévoyait dans ce qu'elle nous expliquait en septembre qu'elle allait ouvrir le débat sur la réduction de sa taille de son bilan en octobre, un débat informel début octobre et un réel débat constructif et sur lequel elle communiquera fin octobre. Vous estimez que ce sera peut-être plus tard finalement ? Alors, elle ouvrira peut-être il faut se poser la question de qu'est-ce qui devrait se passer et qu'est-ce qui va se passer. C'est pas forcément exactement la même réponse selon moi. Aujourd'hui, les faucons ont quand même le vent en poupe à la BCE, donc le fait que le débat soit ouvert est assez probable. Est-ce que, avec les événements des derniers jours, l'appétit du risque de la BCE sera très élevé ? Question ouverte. Mais ensuite, est-ce que c'est le bon moment pour faire du resserrement quantitatif dans la zone euro qui sera en récession au début de l'année prochaine ? Voilà, c'est très dangereux parce que on a un avantage, je dirais, par rapport à un pays comme le Royaume-Uni, qui est que pour l'instant, les largeurs fiscales sont tout de même moindres, mais on a une difficulté supplémentaire, évidemment, qui est qu'on est 19. Donc dans les 19, il y a des pays comme l'Italie qui sont très vulnérables à un retournement des taux. Donc ça incite plutôt à la prudence. Ce serait presque paradoxal que l'action de la BCE sur la taille de son bilan, finalement, la force à activer son instrument anti-fragmentation par ailleurs. Ce serait une combinaison assez inconfortable. Assez inconfortable. Il y a énormément de facteurs, de variables aujourd'hui, conjoncturelles, géopolitiques, monétaires, qui laissent penser que un krach est possible, un krach financier est possible. Est-ce que, selon vous, il est évitable, ce krach financier ? Alors d'abord, on peut se demander s'il n'a pas déjà eu lieu, puisque finalement, on regarde le CAC a perdu 20% depuis le début de l'année. Si on regarde les sorties, notamment pour l'Europe, si on regarde les sorties des fonds Equity Europe depuis le début de l'année, depuis le printemps, elles sont équivalentes à celles de la crise de la zone euro en 2011-2012. Et peut-être c'est pas, la correction qui a eu lieu depuis le début de l'année, elle a des bonnes raisons d'être, comme vous le disiez. D'abord, elle fait suite à une période particulièrement propice, 2021, où après le krach initial de mars 2020, on a eu une sorte de déconnexion entre le financier qui se portait très bien et le réel qui revenait moins vite. Donc, bon, si c'est un retour à la normale, était sans doute prévisible. Et puis, on a eu une cascade de mauvaises nouvelles, les problèmes de chaîne de valeur, le Covid en Chine, et puis l'Ukraine, l'énergie, donc qui font que
Aujourd'hui, l'immense majorité des investisseurs anticipent une récession en Europe. Donc ça a été pricé dans les anticipations de bénéfices, et donc on voit une correction. À cela s'ajoute la politique monétaire, non seulement un cycle de normalisation qui était anticipé, mais par-dessus, finalement, si on regarde les derniers mois, on a eu à la fois des hausses de taux qui ont été plus importantes que ce qui était attendu, même quelques semaines, même parfois quelques jours avant les décisions, et un discours des banques centrales surtout qui est de plus en plus musclé sur le fait qu'elles acceptent que la récession et le chômage soient le prix de la désinflation et que ça ne les arrêtera pas forcément. C'est le discours de la Fed. Donc c'est le discours de la Fed, mais voilà, dans le discours de la BCE, on voit aussi des indications qu'elle cherche à réduire la demande. Donc ça, c'est moins explicite, mais c'est de même ordre. Donc on peut se dire, si elles n'ont pas peur ou si elles ne seront pas arrêtées par la récession et le chômage, probablement leur volonté de ralentir le rythme de la normalisation pour éviter une correction boursière est sans doute aussi bien moindre que ce qu'on pouvait penser il y a 6 mois ou un an. Donc elle considère qu'aujourd'hui la priorité c'est l'inflation, une inflation à 2 chiffres, c'est pas tenable. Donc la BCE pourrait laisser jusqu'à un certain point évidemment accepter que la dépréciation des actifs se poursuive et qu'au fond voilà, mais ceci étant, ça c'est les facteurs qui ont déjà eu lieu parce que, donc comme je le disais, ça a été pris en compte, on a déjà vu un mouvement de baisse et donc on peut se dire qu'on a vu le pire, alors évidemment à savoir jusqu'où ça va aller, personne ne sait le dire, mais il faudrait encore des mauvaises nouvelles économiques supplémentaires ou encore plus de surprises sur la politique monétaire pour que ça aille vraiment plus loin, puisque aujourd'hui, si 95% des investisseurs anticipent une récession, il n'y a plus beaucoup de marge pour repricer une récession. Donc cette partie-là, elle est déjà faite. Ok, très clair. Merci beaucoup, Dorothée Rouzet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste France chez Citi et que vous avez été vous êtes une ex-conseillère économique de Bruno Le Maire. On va marquer une rapide pause et on se retrouve après pour la suite et la fin de notre programme. À tout de suite sur Téléfinance.